Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Avant de commencer, tu connais l'histoire, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche. C'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes mes vidéos. Allez, prends soin de toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro dans le carré avec un invité prestigieux. Oui, messieurs, dames, on va parler chiffres. Vite fait pour vous le présenter, ce monsieur, il a 1,47 million d'abonnés sur YouTube. 415 millions de vues, c'est pas mal. Sur Twitter, c'est 348 000 abonnés. Et sur Twitch, c'est 745 000 abonnés. Les chiffres sont impressionnants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur et la fierté d'avoir un bro. Mon Skyheart, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Merci à toi de me recevoir dans le carré. En vrai, ça fait trop plaisir. Bah non, mais écoute, ça fait plaisir de te recevoir, mon ami. Alors, on va vite fait expliquer aux gens. On se connaissait pas. Il y a quelques mois, on se découvre au Florida. Tu viens découvrir la folie de ce Florida Poker Tour. Bon, bah, très vite, on va être clair. On accroche, on se marre et on se dit qu'on se quittera plus tel des fiancés. Un beau matin de mariage. Alors mon Sky, on va parler... C'était incroyable, le souvenir était fou. C'était fou, c'était un très très bon moment. Et puis on a eu le plaisir de se revoir après avec PMU, mon ami, parce que oui, tu es un vrai passionné de poker et on va pouvoir en parler. Avant de démarrer sur la partie poker, mon Sky, on revient quand même vite fait sur une carrière qui commence à être longue, qui est quand même riche de succès. Tu dis que je suis vieux ? Non, je ne dirais pas que tu es vieux, mais je dirais, on est d'accord. Tiens, première question, est-ce que c'est quand même hyper difficile, ce milieu de durée ? Oui et non, je dirais. Entre les deux. Parce que comment t'arrives à ne pas et te lasser et lasser le public ? Comment Excuse-moi. Comment tu arrives à ne pas te lasser et à ne pas lasser le public aussi ? Parce que des fois, on voit des mecs qui apparaissent et qui disparaissent. Globalement, je dirais que j'ai la chance de pouvoir faire des choses un peu différentes de temps en temps. Des fois, j'ai envie de faire un arc sur tel jeu, etc. En gros, moi, mon approche, c'est un peu les jeux compétitifs, / jeux de logique. Et moi, ma force, c'est que je pense que je suis pas trop mauvais en stratégie de jeux vidéo, tu vois. c'est un pouvoir un peu nul, mais voilà. Donc, du coup, d'où maintenant l'intérêt pour le poker. Parce qu'on te connaît League of Legends, tu joues à Ark aussi. Vite fait, parce que je suppose que tu l'as raconté peut-être 20 000 fois, mais comment t'en arrives à ces jeux-là ? Comment t'en arrives à ce métier-là ? À la base, à la toute base, en gros, je suis très très bon élève. Et arrivé en seconde, en gros, je suis un peu un intello, tu vois. Je suis un peu le cliché de l'intello du collège, tu vois. Donc, bon élève et tout. Et puis voilà, donc mes potes à moi sont au contraire ultra populaires et ils jouent aux jeux vidéo. Ils jouent à CS 1.5 à l'époque. Okay. Et donc, c'est assez vieux. Et moi, je veux m'intégrer au groupe. Et je veux un peu être un peu proche d'eux parce que c'était mes potes. Et du coup, je commence à geeker. Et puis après, je deviens un peu un strateur, quoi. Je strate un peu CS. Donc, je regarde des replays, en gros, de bons joueurs. Et je propose des stratégies, on teste des choses. Et je commence à être passionné après par créer des stratégies, les mettre sur papier. Je commence à faire des vidéos, du coup, parce que je recorde les POV, enfin les visions de tout le monde. Et je demande à la team d'apprendre les différents moves en fonction du spawn. Donc je commence à leur prendre la tête. Mes potes, ils veulent juste tirer sur des gens, mettre des têtes. Et puis voilà, donc et puis je commence à faire des LAN, je commence à faire des trucs. Et puis il s'ensuit, je commence à geeker un peu plus. En gros, je tombe en seconde sur un élève plus fort que moi en tout. Et j'ai pas supporté d'être deuxième et il m'a explosé en toutes les matières. Et puis après, je me dis, le seul truc que je peux le battre, c'est le jeu vidéo. Et je me mets un peu plus dans le jeu vidéo. Et je deviens pas mauvais en école d'ingénieur après à la fin de mes études. Non, mais attends, écoutez-moi, rien que cette phrase est folle. En école d'ingénieur. Non, mais c'est pour montrer quand même le cas atypique, quand même. C'est-à-dire, on a toujours cette fausse image du geek enfermé chez lui, limite. On te dit souvent, ne joue pas au jeu, trop souvent, tu vas rater tes études, etc. Bon, école d'ingénieur, on a connu pire, quand même. Ouais, après, je pense qu'il y a énormément de joueurs de jeux vidéo maintenant dans les étudiants. Genre beaucoup plus qu'avant. À mon époque, j'étais un peu un ovni, tu vois. Genre en prépa, j'étais le seul qui jouait à des jeux vidéo élitistes, tu vois. Moi, je jouais à CS et Dota. Donc les jeux à l'époque les plus élitistes possibles, plus ou moins sur PC. Eux, ils étaient plutôt... alors, je sais plus si c'était PES ou FIFA à l'époque, je crois que c'était PES. Mais voilà, ils étaient vraiment jeux de foot.
Et je me sentais un peu seul, pour être très honnête, en prépa, je me sentais vraiment seul et tout. Et en école d'ingé, je trouve plein de potes comme moi qui jouent au même jeu que moi. Et donc, je joue à Dota. Je chope la grippe A à l'époque. Je sais pas si ça te parle, mais il y avait la grippe A à l'époque exprès pour pouvoir kicker League of Legends. Et puis, en gros, sur League of Legends, je suis pas mauvais non plus. On fait les qualifications, il y a les qualifications européennes, en gros. Les 3 meilleures équipes européennes vont faire la compétition mondiale et on se qualifie. Et du coup, voilà, je deviens un peu connu. Et en gros, après, j'explique. Je commence à streamer au début du streaming et j'explique un peu mes stratégies. À la base, moi, j'avais fait les tableurs, des tableaux Excel, des trucs comme ça. J'avais rentré tous les items en database dans le truc et je cherchais les maximums. J'étais un peu psychopathe. mais ouais. Quand c'est cool. que tu commences à envisager que ce soit ta carrière? Pas du tout. Non. À la base, pour être honnête. Donc en gros, je reçois les propositions de très très grosses structures. Donc en gros, les plus grosses structures à l'époque, tu vois, ST Gaming, Curse, voilà. Donc toutes les structures européennes pour ma part, à part Fnatic, où grosso modo, j'ai reçu à peu près toutes les demandes. Mais en tant que joueur, tu vois, et on propose des vivre en gaming house. Tu sais, à l'époque, c'était un peu la mode des gaming house. Tu vois, on me dit vivre en gaming house et tout, toucher 2K par mois. Et moi, à l'époque, tu vois, il m'aurait proposé 20K, j'aurais réfléchi. Mais à 2K, j'étais en mode, je suis ingé. Mes parents m'ont aidé à me payer un appart pour pouvoir faire mes études d'ingénieur. Là, à ce moment-là, j'ai 5 mois sabbatiques. Tu vois, ça fait 5 mois que je suis diplômé. Je n'avais pas trop le droit de faire trop d'années de césure, tu vois. Donc, je me suis dit, il faut que j'arrête mes conneries et que je devienne ingé, quoi. Et puis, s'ensuit une rencontre de quelqu'un qui comprend que je ne veux pas être joueur. Donc c'est très paradoxal parce qu'à ce moment-là je suis vraiment un bon joueur, tu vois, et un bon capitaine et strateur, tu vois, mais il comprend qu'en gros moi ce que je veux faire, alors ça n'avait pas de mots à l'époque, tu vois, mais en fait je veux créer quelque chose de non lié au niveau professionnel de LoL, tu vois. Ouais. Et puis voilà, donc on crée une structure et il m'en met plein les yeux. Bon, au final c'est un peu du bullshit, mais au final du coup je deviens un peu un YouTuber / streamer alors que ça n'existait pas encore, tu vois. Et puis voilà, donc je commence à stream. La réponse, c'est apporter des pas de thunes, mais voilà, du coup, aujourd'hui, j'en vis très bien et je suis très content de là où j'en suis. Et donc, ça fait partie du chemin. Et voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Et voilà. Et aujourd'hui, tu te définirais comment? T'es un entertainer? Aujourd'hui, je pense que je suis un entertainer pédagogue qui essaie de donner aux gens des clés. J'ai la chance de jouer beaucoup. Et là, j'ai vraiment beaucoup d'années de jeux vidéo compétitifs dans mes pattes. Et je suis très dans la stratégie dans tous les jeux. J'adore, tu vois. En fait, c'est mon kiff, tu vois. C'est juste. Chacun ses délires, tu vois, et moi c'est un peu mon délire. Donc en fait, j'essaie de donner un peu aux gens des clés pour progresser plus vite et arriver dans le top, on va dire 3% des joueurs plus rapidement parce que comme j'ai beaucoup joué, j'ai l'avantage de. En fait, je vous fais économiser votre temps, je vous donne des astuces pour progresser si vous le voulez, et sinon je donne un peu divertir les gens en proposant des choses un peu différentes. Moi j'aime bien trouver des approches un peu différentes dans les jeux vidéo. Tu sais, souvent il y a un peu une voie qui a été pavée de fou. Et j'aime bien trouver les petites ruelles sur les côtés, tu vois. Ça me plaît bien de trouver j'aime bien trouver les innovations, tu vois. Mais d'ailleurs, en ingé, je suis ingé innovation, donc peut-être que c'est le cas, hein, je sais pas. Je regardais ton contenu. Tu t'es pas parti un peu dans la mode dont certains de tes confrères sont partis, de faire un peu du fit and fun, tu sais, on sort du jeu vidéo et puis on bouffe des gros tacos ou on boit des litres de bière en comparant la meilleure et la pire des bières ou... on fait du real life. Pourquoi t'es pas parti là-dedans? C'est une excellente question. Effectivement, le fit and fun, c'est extrêmement puissant et c'est extrêmement viral. Parce que, en fait, en gros, on est un peu soumis à des algorithmes. En gros, on va pas expliquer YouTube, mais gros, YouTube, si vous voulez, YouTube définit les profils des gens comme des profils, tout simplement. Et plus vous faites une vidéo qui peut toucher, en gros, votre petite sœur, votre grand-mère, votre cousin, et donc l'intégralité du pool de gens, et plus ta vidéo a une potentiel d'être mise en avant par YouTube parce qu'elle peut toucher beaucoup de gens, tu vois. Accompagné de ça à d'autres facteurs, grosso modo. Enfin bref, il y a plein de choses à dire. La durée de la vidéo, etc., etc. Ouais, bien sûr. Et aussi le fait que quand la vidéo elle est généraliste, les publicités qui sont dedans, elles sont non ciblées, donc elles peuvent toucher plein de publicités possibles. Et le but de YouTube, c'est faire de l'argent. Donc le YouTuber doit toucher 45% des revenus, tu vois. Mais YouTube en garde 55%, mais c'est normal parce que plus il paye la TVA, c'est pas nous qui la payons. Bref, whatever. Et donc voilà. Donc du coup, en gros, l'idée c'est que si vous faites en fait, les youtubeurs en général pop sur un jeu, Fortnite, Minecraft, enfin peu importe, moi League of Legends en l'occurrence, et ensuite t'élargis ton contenu. Moi j'avoue je suis quand même très dans les niches, tu vois. Un moment je fais du LoL, un moment je fais du Among Us, un moment je fais du Fortnite, un moment je fais du Valorant, un moment je fais du Age of Empires. Donc je suis très dans les niches, mais en fait c'est juste parce que des fois mon intérêt personnel, des fois je suis un peu obsessionnel, tu vois. Des fois j'ai envie de jouer à Age of.
Ah, j'ai envie de jouer à Jeff. J'ai envie de jouer à Valorant, j'ai envie de jouer à Valorant. Je veux. Ah, tu vois, tu te fais pas forcément dans les modes, quoi. Tu cherches pas toujours le jeu. C'est pas vrai, j'essaie aussi de rester cohérent et de rester quand même dans les modes du gaming, parce que le gaming est plus très viral sur YouTube. Le gaming a un peu dead, on va dire, depuis 5 ans. Et justement, le côté un peu plus généraliste, un peu plus réactionnaire. En fait, aujourd'hui, c'est un peu donner son avis sur quelque chose qui marche le mieux. Et je l'avais parce que juste à la base, j'aimais et j'aime toujours le côté un peu gaming et un peu réfléchir à des trucs. Ça me fait kiffer, tu vois. En fait, j'aime bien avoir une réflexion proactive. Et je trouve que quand on fait ça, on a moins de réflexion proactive. Et voilà, en gros, c'est ça, quoi. La réflexion sur l'audience, les craintes qu'on entend parfois des gens qui disent, qui sont toujours, tu sais, très connectés à combien j'ai fait de vues aujourd'hui, combien il y a de monde sur mon Twitch, etc. Tu le vis comment, toi, cette course à audience ? Je pense que tout le monde le vit en vrai. Après, on l'avoue ou on l'avoue pas, mais je pense que tout le monde fait gaffe à ses stats parce que le fait est qu'on a toujours un peu la boule au ventre. Tu sais, c'est un peu un métier où c'est difficile de survivre tout simplement. Tu disais, en vrai, effectivement, c'est pas évident. Donc, on a vu aussi beaucoup de gens, les 2 tiers des gens ont disparu. Donc, il faut être dans les survivants, quoi. Dans les gens qui ont disparu, toi, il y en a plein que tu as vu passer, tu as des explications des fois sur la disparition quand tu prends du recul. Tu dis, ils ont fait ça, ils auraient pas dû, ou ils ont fait ce mauvais choix. Souvent, c'est la même raison. Hein. La raison principale, c'est ils ont diminué leur contenu, ils ont arrêté leur contenu pendant, je sais pas, 1 an et demi, et ils sont morts, quoi. En général, c'est ça. Hein. La plupart du temps, c'est ça. T'as pas l'impression qu'il y a aussi un côté... Des fois, ils se sont trop mis en avant personnellement, et le bad buzz, le truc, tu sais, plus tu mets de toi personnellement, plus tu peux ou décevoir, ou on t'en demande plus, et tu vois, t'as pas cette impression-là, des fois ? Peut-être. Je pense que c'est aussi beaucoup des burn-out. Tu sais, le mot est un peu à la mode en ce moment parce que ça, il y avait un article dessus. Bref, mais effectivement, je pense que ça paraît être super cool et c'est génial. Je kiffe mon taf et tout, mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu as envie de prendre des vacances de 1 mois. Tu peux pas, tu vois. Je pense que partir des vacances de 1 mois, si t'es pas un McFly et Carlito qui prépare des vidéos à l'avance et qui sort une vidéo par semaine, si t'es un gars comme moi qui fait du daily content, je fais du content tous les jours. Tu fais du contenu Twitch et YouTube tous les jours, tu peux pas partir 1 mois, c'est pas possible tu peux pas te dédoubler, tu vois. Donc, quand tu dis je peux pas partir 1 mois, c'est parce que tu as la crainte ou c'est parce que tu sais que si tu pars 1 mois, tu vas être phagocyté par les algorithmes? T'as la crainte, oui. 1 mois, je pense que c'est quand même jouable, mais 2-3 mois, par exemple, c'est mort, tu vois. Ouais. Je pense que c'est mort de chez mort. Après, tu vois, des fois, je suis parti 1 semaine et demie, tu vois. Mais 1 semaine et demie, pour l'instant, c'est mon max, tu vois. Je me suis jamais autorisé plus de 8-9 jours, tu vois. Et 8-9 jours, je prépare des vidéos à l'avance, etc. Ne pas être 8-9 jours en live, ça va. Ne pas être 2-3 mois sur YouTube, c'est quand tu reviens, c'est moins facile, quoi. T'es pas mort, mais en tout cas, c'est pas facile. Alors, bref, en tout cas, c'est les algorithmes et c'est comme ça, c'est normal, tu vois. C'est les gens. Tu proposes du contenu aux gens, les gens te soutiennent. Tu as aussi envie de leur faire plaisir et tu as envie de proposer du contenu de façon assez régulière et tout, donc pour que tout le monde soit content et voilà, quoi. Mais c'est vrai que les algos sont sans pitié, quoi. Avec Twitch et YouTube, et quand tu as le succès, tu as forcément le « Ah là là, il gagne plein d'argent ». Oui, mais celui-là, oui, il gagne plein d'argent, c'est normal, il a travaillé pour, mais je me dis, c'est bien de pouvoir gagner pas mal d'argent dans ce métier-là à un moment donné, parce que comment tu peux voir une carrière à long terme ? Tu vois, aujourd'hui, tous ceux qui ont le succès, on va dire, entre 20 pour vraiment les plus jeunes, mais sinon tout le monde a à peu près la trentaine, mais comment tu te dis, attends, est-ce que je fais ça encore à 45 ans ? Est-ce que je fais ça encore à 50 ans ? T'as réfléchi à toutes ces questions-là ? Ouais, j'y réfléchis de fou. En vrai, pour l'instant, je kiffe ce que je fais, donc c'est nickel. Mais je pense aussi qu'on apporte un peu, on récupère un peu un mindset entrepreneur. Ouais. Et je pense que le poker, c'est un peu pareil. On apprend à. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a bien matché aussi, toi et moi. C'est parce qu'on en parlant d'entreprise, tout ça. C'est ça qui est kiffant, tu vois. Moi, j'aimerais trop pouvoir vivre plusieurs vies et faire plusieurs trucs, tu vois. Une partie de moi aimerait créer différentes entreprises, tu vois, des trucs en physique, des trucs à Paris, des trucs sur Internet. Enfin, tu vois, j'ai envie de faire plein de trucs, mais le temps humain est limité, donc on est obligé de faire des choix et prioriser les choses. Mais je pense que faut juste accepter d'avoir un mindset un peu entrepreneurial et d'avoir envie de faire des trucs, et que ce soit devant ou derrière la caméra, il y a plein de choses à faire. Je pense, en fait, le monde du web nous appartient, je pense, aux ceux qui ont entre 20 et 45 ans. On a tout à construire. On est un peu les pionniers depuis maintenant 15 ans sur le web. Et justement, je trouve moi, je suis content d'être né dans cette période-là, justement, dans laquelle il y a tellement d'émulation, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de créativité
Je trouve que le réseau a beaucoup moins d'impact sur le web qu'il y en a peut-être en entreprise. Donc moi, j'aime bien ça, tu vois. Je trouve ça cool, en fait. Et le fait d'être un travailleur, si on bosse un peu comme un acharné, je pense que sur le web, ça peut que marcher. C'est pas facile, faut pas bosser mal, mais si on comprend un peu ce qu'on doit faire et comment le faire, je pense que le travail est récompensé. Mais attention, faut pas faire un mauvais focus. Là, je pense exemple un mec qui veut faire du streaming, qui va streamer tous les jours sur Twitch, littéralement 12 heures par jour pendant 2 ans, il marchera peut-être jamais. Parce qu'en fait, Twitch, c'est pas une plateforme pour se faire découvrir. Si tu veux commencer à être visible sur Twitch, faut pas commencer que par Twitch. Il faut que tu sois connu ailleurs avant. Exactement. Donc, il faut toucher d'autres plateformes. Tu vois, il y a beaucoup maintenant de TikTokers qui font du Twitch. Moi, j'ai pas TikTok encore. Hein, je suis un peu un boomer. Ouais, t'es comme moi. T'as ouvert, t'as téléchargé, t'as regardé, t'as fait j'ai rien compris, t'as refermé, quoi. Ouais, au début, j'ai fait ça, effectivement. Après, faut pas être fermé d'esprit. Faut être ouvert à tout. Et il y a plein de choses cool sur TikTok. Il y a plein de trucs sympas. Et le fait est qu'il y a beaucoup de gens. Donc, toujours pareil. Hein, faut savoir aussi évoluer avec son temps. Dernière question là-dessus. Forcément, il y a, comme dans tout média, les amitiés et les inimitiés. Il y a les gros qui peuvent un peu galvauder l'ensemble, etc. Comment t'es proche de qui dans ce milieu? Je vais pas te demander de qui tu n'es pas proche, mais je veux dire avec qui tu as su t'entendre ou quelles personnes peut-être t'ont un peu freiné dans ton ascension. Comment ton entourage, quoi. Bah, y a rien à vraiment spécialement dire. Hein. On n'est pas beaucoup en vrai. Hein. En vrai, de streamers qui streament depuis très longtemps, on doit être 150 maximum. Ouais. Donc on se connaît plus ou moins tous. T'as forcément plus d'affinités avec certains qu'avec d'autres. Mais non, je m'entends bien avec à peu près tout le monde en vrai. Hein. Il y a quelques-uns, effectivement, avec qui je match à fond et je suis grave dans leur délire et j'adore la mentalité et tout. Mais en vrai, je pense que de toute façon, la plupart des streamers que je connais ont une mentalité un peu entrepreneuriale. Il y a une solidarité ou pas? Ouais, il y a une solidarité, ouais, bien sûr. Il y a une solidarité et aujourd'hui, je pense un peu plus qu'avant. Puisque aujourd'hui, le gâteau a beaucoup grossi. Là où avant, le gâteau était littéralement 25 fois plus petit. Donc, on n'en gagnait pas assez forcément pour vivre. Donc, il y avait vraiment une concurrence qui était un peu malsaine. Aujourd'hui, je pense que tout le monde en vit largement. Là, on n'est plus sur est-ce qu'on en vit ou pas. C'est plutôt combien on veut épargner, tu vois. Mais en vrai, le top 50 des streamers a largement assez d'argent pour vivre. Et ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a une autre question qui me vient, une dernière question qui me vient sur la partie jeu. Est-ce que tu penses qu'il y a encore de la place pour le petit nouveau demain? Ouais, il y a toujours de la place. Ouais. Il n'y a pas de saturation. Non, je pense pas. Et je pense qu'au contraire, l'algorithme YouTube actuellement est plus favorable à des nouveaux. Parce qu'aujourd'hui, je dirais que c'est même plutôt le contraire. Il y a 5 ans, les abonnés avaient un énorme impact. Ouais. Toi, tu disais 1,5 million d'abonnés. Tu vois, j'ai 1,5 million d'abonnés, mais mes vidéos ne sont pas reçues par 1,5 million de personnes. Largement pas. Donc, je trouve qu'il y a 5 ans, les abonnés avaient un énorme impact, puisque en fait, c'était sur ça qu'était basé le truc. Maintenant, l'algorithme YouTube est beaucoup plus similaire à l'algorithme Instagram ou l'algorithme TikTok. En fait, il prend ce qui buzz et il met en avant ce qui buzz. Donc, c'est vrai que les vues sont beaucoup plus décorrélées maintenant des abonnés qu'avant. Oui, c'est ça, exactement. Tu peux avoir un petit nombre d'abonnés et un nombre de vues 3, 4, 5 fois, 10 fois supérieur. Largement. Parfois même sur plusieurs vidéos. Avant, tu pouvais le faire pour un buzz. Mais maintenant, tu peux l'avoir sur plusieurs vidéos. Et j'ai l'impression aussi que les gens sur YouTube s'abonnent de moins en moins. C'est-à-dire que je pense qu'en plus, si tu veux, vu qu'ils doivent déjà avoir, je dis n'importe quoi, 150 chaînes sur lesquelles ils sont abonnés, même s'ils aiment bien la tienne, bon, c'est bon, je m'abonnerai plus tard, puis de toute façon, il y aura toujours les recommandations pour revenir sur ta vidéo la prochaine fois, etc. Quoi. J'ai l'impression que c'est très dur de faire abonner les gens. Ouais, c'est pas évident de faire abonner les gens, je suis d'accord. Après, le fait est que les abonnements ont moins d'impact. En fait, maintenant, ce qui compte, c'est la viralité de ton contenu. Donc, ton contenu va être... Je dirais même que moins tu as d'abonnés, plus c'est OK. Parce que, en fait, aujourd'hui, ils envoient ton contenu à un certain nombre de tes abonnés et ils voient la réaction de tes abonnés. Moi, par exemple, j'ai des abonnés sur pas mal de jeux différents. Sur LoL, sur Age of, sur Fortnite, sur Valorant. Tous ceux qui se sont abonnés pour du Valorant uniquement ou du Age of uniquement, quand je sors pas ces jeux-là, ils ne regardent pas. Donc, du coup, mon reach... ma vidéo est envoyée à des gens et ces gens-là ne sont pas réceptifs, c'est normal. Et le fait est que du coup, donc il vaut mieux être dans une... Aujourd'hui, YouTube, c'est mieux d'être dans une niche. C'est ça que je disais, c'est mieux de prendre
de partir d'une niche et d'élargir. Moi, je prends une niche et des fois, je passe à une autre niche. Et il y a des gens qui sont en commun dans la niche. Mais ces gens-là, c'est une minorité, tu vois. Et je fais une autre niche. Et donc, en fait, du coup, mon nombre d'abonnés a augmenté. Mais en réalité, attention, parce que ces gens-là, il y a des gens qui sont abonnés pour un contenu que je ne fais actuellement plus, tu vois. Ça ne veut pas dire que je n'y retournerai pas. Ça ne veut pas dire que j'aime pas le jeu. J'adore Manga, j'adore Valorant, j'adore plein de trucs. Mais le fait est qu'on ne peut pas tout faire. Donc, voilà. On va parler un peu poker maintenant, mon ami. On va parler un peu poker car tu es aujourd'hui une des figures de PMU, tout simplement. C'est toi qui. Merci à eux, je suis trop content. Alors, comment se fait l'affaire déjà ? Bah, ils m'ont contacté et j'ai agréablement apprécié parce qu'ils m'ont contacté pour mon esprit logique et ça m'a flatté un peu, j'avoue, j'étais content. Tu t'es dit, ils viennent pas en prendre un de plus, ils viennent me prendre moi, quoi. Ouais, alors c'est très égocentrique de dire ça, mais en tout cas, au moins ils savaient pourquoi ils venaient, quoi. Ouais, voilà, je me suis quand même dit, ils m'ont contacté pour des bonnes raisons, donc ça m'a fait plaisir. En tout cas, ils m'ont pas contacté parce que tu vois, genre des gens qui ont 1,5 million sur TikTok, il y en a plein, tu vois, honnêtement. Et ça m'a fait plaisir que j'ai trouvé ça sympathique et agréable, et donc voilà. Et je me suis dit, au début, j'ai hésité parce que je me suis dit, est-ce que le poker, ça peut vraiment me plaire, tu vois. Parce que tu joues pas à ce moment-là ? Si, j'avais joué au poker occasionnellement. C'est-à-dire que j'étais un récréatif qui avait joué en casino, qui avait gagné de l'argent en casino, qui avait eu une vision du poker qui a été intéressante, mais qui était très naïf par rapport à l'intérêt du jeu aujourd'hui. Ouais. Je pense que j'avais une vision du poker qui était obsolète depuis... Enfin, tu sais, un peu la vision du poker d'il y a 10 ans. Tu sais, quand il y avait eu le buzz à l'époque, tu vois, mes potes jouaient au poker et tout, ils m'avaient appris les choses et tout. Mais je préfère l'approche du poker maintenant qui est beaucoup plus dans mon délire à moi, beaucoup plus mathématique, beaucoup plus peut-être moins fun pour certaines personnes, mais en tout cas moi ça me fait kiffer quoi. Donc et puis du coup je découvre un peu ça, je découvre un peu l'équipe PMU avec notamment Julien Martini, et il me donne accès à sa masterclass et j'apprends le poker via sa masterclass et en fait je commence à apprendre via Kill Tilt, via Chichi notamment, via ton contenu à toi, via le contenu de Julien Martini, et je commence à voir un petit peu à voir qu'il y a du potentiel stylé, tu vois. Donc du coup je me dis vas-y, j'y vais à fond, et avec PMU du coup on se lance à fond, et ouais là je suis à peu près à 150 heures de théorie je dirais, mais j'aime bien et je m'amuse et c'est fun. Pour être honnête, tu vas te foutre. Bref, non mais en gros je veux me mettre à la muscu, et j'ai un peu de mal à me mettre à la muscu, j'éprouve pas un plaisir de fou, et je me suis dit vas-y, quand je fais de la muscu maintenant je vais réviser le poker, comme ça me motivera à faire de la muscu. Parce que j'arrive pas à la muscu, je suis une grosse merde, allez mes muscles c'est un peu voilà, on les voit pas, c'est normal. Il y en a pas. Est-ce que tu t'es pris, parce que moi j'étais très impressionné quand je t'ai vu, c'est que t'es pas évidemment le premier influenceur à venir dans ce monde-là pour promotionner le poker. Ouais, clairement, loin là. Des Squeezie, etc. On a l'impression, dans la plupart des cas, il y en a 2-3 qui sont vraiment passionnés, mais dans la plupart des cas, on a quand même l'impression qu'ils sont plus là pour prendre un billet que par une réelle passion du poker. Toi pour le coup, je suis moyen d'accord. Je pense qu'il y a des potes à moi qui sont très tryharders. Je pense à Gotaga par exemple. Ah mais non, mais c'est pour ça que Gotaga est un go tryharder. Moi je voulais pas dire de nom, mais c'est pour ça que je dis la plupart, parce qu'effectivement quand tu vois un mec comme Gotaga et le contenu qu'il fait, t'as l'impression qu'il est vraiment passionné. Est-ce qu'un Squeezie est hyper passionné de poker ? Bon, vu comment ça s'est fini avec Wina, ça avait pas l'air foufou. Je pense que t'as pas besoin d'être oméga passionné, tu peux aimer le poker et promouvoir quelque chose. Il y a des fois des OP que je fais sur des jeux vidéo, où le jeu vidéo, je suis pas un passionné de ce jeu. Je pense que t'as pas besoin. Oui, mais par contre, est-ce que t'es un bon représentant ? Parce que c'est ça, si t'es pas passionné par le truc, c'est pas toi, je veux dire, mais si t'es pas passionné par le truc. Non, je pense, moi je suis pas aussi critique que ça. Je pense que dans tous les cas, faire découvrir l'intérêt. Un premier step, tu vois, même si le gars s'est pas mis à fond, au moins il fait découvrir le jeu à un pool d'audience différent, et après ces gens vont peut-être être curieux et aller voir des gens qui vont aller encore à l'étape d'après, et après moi tu vois, peut-être que je vais être l'étape 2, et du coup l'étape 5 c'est toi, l'étape 6 c'est Martini, tu vois. Et je pense que dans tous les cas ça fait découvrir un peu la chose, et je pense que toute visibilité est bonne à prendre. Et le fait est que le poker, je pense, c'est un jeu plus intéressant. Le nombre de gens qui viennent sur mon live en comparant le poker au blackjack, ça me rend fou. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, il y en a qui connaissent pour la première fois, ils font pourquoi tu préfères pas le blackjack, tu vois, et j'ai envie de m'arracher les cheveux, tu vois. Désolé pour ceux qui kiffent le blackjack, mais je trouve que c'est de la merde par rapport au poker, tu vois. C'est abus personnel, tu vois. Oui, donc tu vois, genre je suis un peu matheux,
Et le blackjack, bah, je trouve que c'est un jeu inintéressant, tu vois, en vrai de vrai. Donc voilà. Et c'est compliqué pour les gens parce que tu vois, les gens pour les gens c'est des cartes, c'est des paires. Enfin, tu vois, c'est pour les gens qui sont en dehors de trucs, et pour eux c'est similaire, tu vois. Et c'est terrifiant, tu vois. Donc du coup, je pense que dans tous les cas, c'est hyper bénéfique de voir. Les gens que tu as cités, c'est des gens qui sont intelligents. Je pense que le principal, c'est que les gens qui mettent en avant, qu'ils soient ultra passionnés ou juste ils ont intérêt pour le truc, il faut qu'ils soient intelligents. Parce que s'ils sont complètement cons, ils vont mettre le poker sur un plan d'égalité par rapport à de la roulette ou, ou du blackjack, et là je vais avoir envie de me tirer une balle. Mais non, je pense que ça va. En vrai, on a quand même de la chance en France, c'est qu'il n'y a pas trop de gens, sans offense, trop teubés qui sont reconnus. Donc c'est cool. Est-ce que tu te sens, parce que donc, comme je disais, une des choses qui m'a épaté quand on s'est rencontrés, c'est que tu es un vrai passionné, tu aimes vraiment ce jeu-là. Est-ce que Ouais, après, ouais. Non, dis-moi. Bah si, mais après, comme tout le monde, en vrai, je suis pas encore très très bon, quoi. Là, tu dis ça comme si, non, mais tu vois, genre, mais les gens qui te regardent, tous sont meilleurs que moi. Non, mais tu peux être passionné sans être très bon. Je suis un passionné de tennis. Bon, bah, j'ai jamais été mieux que 30, quoi. Je suis une chèvre, quoi. Tu vois, pourtant, je suis un gros passionné de tennis. Mais le fait que quelqu'un comme toi, qui a cette grande communauté, qui en plus est respectée, le fait d'être passionné de poker, c'est quand même un énorme avantage pour des gens comme nous, parce que ton rôle d'ambassadeur, tu peux toucher un monde qu'on ne touchera jamais. Tu le sens bien, ça, tu vois, que tu peux avoir un vrai impact. Oui. Un vrai impact. Non, mais clairement, pour le coup, je suis extrêmement... Alors, je pense pas être nul à chier. Je pense que je suis pas encore assez bon pour ce que je veux être, ça c'est clair et net. Mais je pense que par contre, je peux éveiller les consciences de pourquoi le poker c'est cool. Et pourquoi c'est cool et pourquoi on peut aimer les jeux vidéo compétitifs stratégiques. Et en fait, pourquoi... En fait, je vois très peu de différence entre le poker et les jeux vidéo compétitifs. C'est très, très, très similaire. La seule différence majeure, c'est que les mécaniques de jeu, purement et simplement, ne créent pas un edge, ne créent pas un écart avec les gens, tu vois. Là où le jeu vidéo, j'ai tellement d'années de jeux vidéo que là, si je joue à un jeu auquel je connais pas le jeu, j'ai tellement joué aux jeux vidéo que j'ai quand même un avantage énorme sur les gens parce que je peux avec du skill, tu vois. Ouais. Donc, alors que là, bah, le poker, c'est vraiment de la stratégie, des chiffres, des probas. Alors, je ne vais pas vous mentir, en mathématiques, j'adorais les maths étant plus jeune. Bon, j'ai arrêté plus j'ai monté dans les maths, plus j'ai moins aimé parce qu'au bout d'un moment, ça casse les couilles. C'est hyper abstrait. Mais les probas, c'est hyper concret. Donc, c'est extrêmement. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça extrêmement concret par rapport à ce que j'ai pu faire. Et je trouve hyper intéressant. Et les probas discrètes, j'aime bien, tu vois. Donc, c'est cool. Est-ce que tu penses que le côté argent du poker limite son impact auprès des gens ? C'est une bonne question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que les algorithmes mettent pas en avant le... Je pense que typiquement, tu sais, on est sur un monde de visibilité un peu, et je pense que le poker n'est pas mis en avant par les algorithmes YouTube, TikTok et machin. Ça, c'est à peu près sûr. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que ça, c'est surtout ça qui est extrêmement limitant. Si là, imaginons YouTube, TikTok met en avant à fond le contenu poker, tout le monde va jouer au poker. En fait, c'est triste à dire, mais les gens ne peuvent pas penser à ce qu'ils ne voient plus. Tu vois oui, c'est ça. Si on leur donne pas, ils savent pas, quoi. C'est ça. Donc, je pense que le problème majeur du poker, c'est que c'est pas mis en avant par les réseaux parce que c'est pas détenu par eux. Si le poker appartenait à YouTube et appartenait aux GAFA, il serait peut-être grave mis en avant et ce serait hyper viral, tu vois. Mais je pense que le premier refrain, c'est peut-être ça, tu vois. Après, le côté argent, ouais, peut-être c'est un côté négatif. Moi, je trouve que c'est un moteur pour moi. Parce que contrairement aux jeux vidéo où tu vois, genre, enfin, c'est pas méchant, mais je pense que j'ai dû monter top 1% sur beaucoup de jeux différents. Je dis top 1%, mais c'est même plus en vrai. Ouais. Mais au bout d'un moment, bah, je kiffe, mais je trouve ça un peu sympa, le poker, parce qu'il y a un peu un self-esteem. Tu vois, je veux dire, tu évalues toi-même ton niveau. Comparé à moi, j'ai joué à des jeux avec des grades et des rangs, tu vois. Là, c'est toi qui évalues ton niveau. Ouais. Et je trouve que c'est vachement intéressant et il y a une distorsion qui est dangereuse. Par contre, je pense que je suis chez certaines personnes. Mais moi, je trouve ça intéressant de voir un peu cette approche. Je trouve ça cool. Est-ce que tu pourrais décider de devenir joueur professionnel ? Non, j'aime trop ma vie et je veux pas être joueur pro de n'importe quoi. En revanche, par contre, je pense que je pourrais prendre grave du plaisir à faire des petits trucs de temps en temps, faire un petit truc, avoir bien réussi.
Et le fait d'avoir un argent garantit dans ma tête le fait que les gens jouent sérieusement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans les jeux vidéo, moi, ça me fait un peu chier des fois. Des gens, des fois, à très haut niveau, quand ils sont énervés, ils font exprès de perdre pour faire perdre les autres. Parce que c'est souvent des jeux d'équipe. Ouais. Donc ils te prennent en otage, tu vois. C'est comme si t'es au match de foot et il y a un mec qui prend la balle et qui met un but contre son camp. Bah, si on fait une partie de foot et un mec fait ça, on va lui cracher dessus, tu vas lui dire mais qu'est-ce que tu fais bâtard, tu vois. Dans les jeux vidéo, ils risquent rien. La game d'après, ils ont disparu, tu vois. Et ça, c'est un comportement assez malveillant et j'aime vraiment pas. Et dans les jeux vidéo, je l'ai vu beaucoup trop de fois, particulièrement sur League of Legends. Donc ça, j'en ai un peu marre. Et le fait de pouvoir jouer à un jeu où je suis solo, où on est seul. C'est cool, tu vois, parce que les jeux vidéo solo, j'adore aussi, les RTS, enfin, tu vois, mais ils sont plus tout à la mode de jeux vidéo. Les jeux vidéo solo sont un peu tombés en désuétude et les gens n'aiment plus trop. Parce que, bah, en fait, quand tu joues à un jeu solo, faut accepter de se faire casser la gueule. Quand tu commences un jeu, tu vas perdre. Mais regarde, tu dis ça, Elden Ring. Oh, mais c'est différent, c'est pas un jeu. Alors, je parle jeu compétitif solo. Elden Ring, c'est un jeu où tu vas farmer et tu vas tuer ces monstres-là, tu vas devenir de plus en plus fort et tu vas toucher le boss, tu vois. En vrai, Elden Ring, il n'y a pas vraiment de difficulté. La difficulté, elle est dans la tête des gens, en vrai de vrai. Tu vas tuer des zones. C'est rigolo ce que tu dis, parce que je te coupe, parce que ouais, mais tu dis il n'y a pas vraiment de difficulté. Alors que tous ces jeux faits par From Software, si je dis pas de bêtises, sont toujours normalement les Dark Souls, etc. On ne parle que de difficulté. Donc c'est là où on voit que tu es quand même une game au-dessus. C'est que toi, tu te dis non, mais c'est pas vraiment difficile, ça. Non, mais en vrai, ce que je veux te dire, c'est que Elden Ring, en vrai de vrai, si tu veux faire un jeu, si tu veux massacrer le jeu, c'est très facile, je pense. Et c'est toi qui t'imposes la difficulté en fonction des contraintes que tu te mets, tu vois, je trouve. Et en fait, dans les jeux n'importe quel jeu compétitif, c'est beaucoup plus difficile d'atteindre, je sais pas, le top 30% de League of Legends que de finir Elden Ring. Assurément, tu vois. C'est juste que quelqu'un qui va dépenser, entre guillemets, 500 heures dans Elden Ring va être vu comme un gars qui a fait d'efforts de fou. Un gars qui a dépensé 500 heures dans LoL, dans un League of Legends, va être encore un semi-débutant. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Donc c'est ça qui est c'est un peu un décalage qui est énorme, c'est que, tu vois, genre, exemple le speedrun. Là, tu speedrun un jeu pendant littéralement, tu dépenses 500 heures sur un speedrun, sur un jeu qui n'est pas joué. Tu vas devenir du coup le top 0,1% parce qu'il y a quasiment personne qui l'a fait, tu vois. Tu dépenses 500 heures sur n'importe quel jeu compétitif, CS, Valorant, LoL, Dota, tu seras toujours nul. Tu seras à la première step, tu vois. Tu seras à top 25%, tu vois. Mais tu seras pas au-dessus parce qu'il y a t'as tellement d'années de retard que et c'est un peu pareil pour le poker. C'est-à-dire que là, le poker, tu commences, tu fais 100 heures de training. T'es encore nul, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et l'idée, c'est d'essayer de. Donc, moi, après, ce qui me plaît bien dans le poker, c'est que je pense que, comme c'est un jeu où on estime son niveau personnel soi-même, et que c'est aussi un jeu dans lequel les erreurs sont pas évidentes. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'il y a des jeux sur lesquels les erreurs sont faciles à voir. Tu joues à CS, t'as mal visé, tout le monde le voit. Le poker, tu peux toujours t'en remettre à la chance en mode bah ouais, j'ai juste pas eu de chance, j'ai fait tout parfaitement, je suis trop parfait, enfin tu vois, et bah en vrai, bon bah c'était un peu bizarre ce que t'as fait. Ah tu ben, vois, donc, le poker, il y a ça, le poker, tu peux jouer parfaitement et tu peux avoir la chance et tu peux perdre. contre toi. Ouais. Ah oui, non, alors ça complet. Ça complet. Tu peux faire le meilleur move et bah voilà, c'est un 70-30, t'as perdu. Mais je pense que par contre, tu prends 3 personnes et tu leur fais jouer 100 heures. Le niveau au bout de 100 heures va être, je pense, hétérogène de fou. Parce que l'approche du jeu, je pense. Enfin voilà, je pense vraiment qu'au poker, on peut rattraper des gens qui jouent, qui ont peut-être 5 fois plus d'heures que toi. Je pense, c'est rattrapable. Et c'est pareil dans pas mal de jeux, mais il y a des jeux sur lesquels je pense que c'est pas possible. Tu vois, je pense à Rocket League. Rocket League, un mec qui a 1000 heures de jeu, t'as 100 heures ou t'as 200 heures, il va t'exploser parce que il aura beaucoup plus de mémoire musculaire. Alors moi, je suis pas sûr de ce que tu dis pour le poker. Okay. Mais par contre, en fait, c'est pas ça. C'est que je pense que quelqu'un qui a peut-être bossé le jeu 100 heures quand l'autre l'a bossé 1000 heures. Par contre, alors, la différence. Je parle jouer parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne bossent moins qu'ils ne jouent. Je pense à un mec qui dépense 100 heures, s'il met 95 heures dans du jeu et 5 heures dans du bosser son jeu, il progresserait, je pense, peut-être moins vite qu'un mec qui fait 50-50 par exemple. Ah ouais. Ah ouais, bah de toute façon, les meilleurs joueurs sont ceux qui bossent le plus le jeu. Hein. C'est des fous furieux. Ça fait des reviews de vidéos de leur coup de. Ah, mais je suis 100% d'accord. Ça utilise la GTO, tu sais, pour calculer les. Mais ça, je suis 100% d'accord avec toi. Mais en gros, je voulais dire, c'est que sur 100 heures, dépenser n'importe comment, il y aura des gens qui vont vraiment faire 95 heures de jeu. Ouais. Parce que c'est plus plaisant pour la plupart des gens, je pense, de jouer que de bosser son jeu. Par contre, on est d'accord qu'il y a 0 chance sur 100 que le mec qui joue depuis 5 ans à CS1 versus le noob qui joue depuis
40 minutes, le noob peut absolument jamais gagner, on est d'accord. Il n'y a pas un cas où il lui met un kill. Non, enfin un kill peut-être, mais en fait le problème des jeux vidéo c'est que c'est souvent des BO. Des BO ça veut dire que c'est en plusieurs trucs, tu vois. Ouais. Mais un peu comme un heads up en un contre un, tu peux gagner un pot, mais tu peux gagner pas. Mais par contre clairement oui, au poker tu peux gagner une main. Mais c'est ça, alors qu'au poker il y a même moyen que sur des heads up tu puisses battre le pro sur un énorme coup de chance, tu vois. Ouais, donc clairement je suis d'accord. Tu vois, c'est ça le poker. Le poker c'est que c'est juste le poker, je pense, c'est plus cruel que le jeu vidéo quand tu travailles à même équivalent de travail et de passion, tu vois. Ah ouais, je suis d'accord. En fait, le problème du poker, c'est qu'il faut faire un grand échantillonnage pour converger, pour faire disparaître la variance, ou en tout cas la faire baisser l'impact. C'est pour ça qu'en live, d'ailleurs, c'est quasiment impossible de gagner, ou alors il faut vraiment avoir de la chance, même si tu es très fort, parce qu'en live, tu joueras jamais assez longtemps pour niveler la variance. Alors que sur Internet, tu peux lancer 50 tournois dans la journée si tu veux, quoi. Mais c'est aussi pour ça que les jeux vidéo 1 contre 1 ne marchent plus. Parce que les jeux vidéo 1 contre 1, la variance est extrêmement faible. La variance, elle est extrêmement faible en 1v1, là où elle est énorme en 5 contre 5. Plus il y a de joueurs, plus la variance augmente, parce que plus tu as de sources que tu ne contrôles pas. Et le fait est que les gens aiment la variance quand même. Parce que si les gens n'aimaient pas la variance, ils préféraient que du 1v1. Oui. Mais c'est même plutôt l'inverse. C'est même plutôt l'inverse. Le fait est que... Et les algorithmes, enfin les jeux vidéo l'ont bien compris, ils essaient de faire converger les gens vers un win rate de entre 60 et 40%, tu vois. Donc ils essaient de te ramener, c'est normal, de toute façon plus tu montes en niveau, plus tu converges vers un 50%, tu vois. Donc oui, donc ça par contre, ouais, moi par contre je suis un peu décoré de ça, je trouve que justement jouer à un jeu enfin un contre un, ça me fait du bien, quoi. Bon, c'est un contre un, mais t'as compris. C'est quoi l'avenir du jeu vidéo? Je sais pas, mais en tout cas pour moi le 1 contre 1 sur le jeu vidéo marchera pas. Je pense que c'est quasiment dead. Alors, on va me citer le versus fighting et tout qui marche encore, mais en fait, toujours pareil, ça marche, mais à quelle échelle, tu vois? Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de 1v1, en tout cas de jeux 1v1 qui marcheront à une échelle énorme. Les comment on appelle ça? Les Battle Royale, c'est fini? Battle Royale, c'est plus la mode, ouais, en ce moment. C'est plus la mode. Ça dépend. En fait, de toute façon, c'est comme je t'ai dit, c'est par vague. En fait, c'est aussi parce que YouTube met en... Imaginons, là, il y a une demande pour les Battle Royale. YouTube met en avant à fond les Battle Royale, du coup, parce que ça marche. Et donc, ça buzz, tu vois. Je veux dire, en fait, tout est une question de buzz dans le jeu vidéo. Mais après, il y a les pierres qui sont bien incrustées dans le sol qui tiennent. Mais ouais, donc, voilà. Après, c'est fine. Et le poker, je pense que ça peut marcher. Le problème, je pense que aussi le défaut du poker, c'est que c'est un jeu d'un contre un. Et donc, tu peux blâmer la variance, mais c'est toi qui perds, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un jeu d'équipe. Donc, il y a plus de responsabilité personnelle, je pense. Toi qui sais communiquer, il y a quelque chose en communication que le poker n'a pas encore fait ou n'a pas encore bien fait? Ah non, je suis pas communiqué. Tu me surestimes. Ah, tu sais comment parler à un certain public, au moins. Oui, mais en vrai, j'ai plus une approche logique. Donc, non, je pense pas pouvoir être le meilleur pour ça. Dernière question sur le poker. T'es venu en live. Ouais. Tu vas peut-être revenir d'ailleurs, je sais pas si tu veux un prochain FPO. Ouais, bien sûr. Après, moi j'avoue, je suis plus fan de cash game actuellement. Ouais. Mon cœur va plus au cash game. Je trouve que en plus le cash game en plus ça c'est plus dans tes c'est plus facile pour toi parce que tu arrives et tu repars quand tu veux, quoi. Toi qui n'as pas beaucoup de temps. Ouais, il y a de ça. Il y a aussi le côté tu rentres dans des schémas qui sont similaires. Tu trouves qu'il y a plus de patterns sur le cash game? Je trouve que pour moi, en tout cas, il y a moins de moments où je me sens forcé de jouer à un jeu. Enfin, je me sens forcé de ligne avec Roi 9 off-suite, quoi. Donc, j'ai plus l'impression d'être maître de mon jeu et de choisir quand je joue, de choisir ce que je fais. Là, si je 4 bet, parce que là, j'ai 4 bet parce que je l'ai voulu, j'ai pas 4 bet parce que j'avais pas le choix, quoi. Et je trouve qu'en MTT, il y a quand même des moments où en fait, ton meilleur move, c'est un move que t'as pas envie de faire, mais tu le fais parce que c'est ton meilleur move et après, c'est full variance, quoi. Et je trouve que la variance, elle a plus d'impact pour moi en MTT qu'en cash game. C'est pour ça que je suis un peu plus cash game que MTT. Mais ouais, après MTT, je me forme gentiment. Mais pour l'instant, je suis meilleur en cash game, ouais, clairement. Mon ami, dernière question pour celui qui t'a écouté, ou celle qui t'a écouté aujourd'hui. Ah, merci en tout cas. Si elle devait... si il ou elle devait ne retenir qu'une seule chose de toi en tant qu'homme et qu'une seule chose de toi en tant que joueur. Je pense que c'est mes bras, quoi. Et sur une morale ou quelque chose de pédagogique que tu voudrais leur dire? S'il y a un message que j'ai envie, en tout cas, de faire passer au cours de ces différentes années,
dans mon contenu, c'est d'essayer d'être un peu la meilleure version de soi-même, d'essayer de voir progresser, prendre du plaisir à la progression tout en essayant d'être bienveillant, même si des fois il y en a qui me font rendre fou. Clairement, je suis un peu émotif, il y en a des gens qui me rendent dingue. Mais donc voilà, je dirais, on n'a qu'une seule vie, donc faut en profiter à fond. Et je pense que faut pas se flageller, faut pas avoir peur de l'échec. L'échec fait partie de la réussite. Et souvent, les gens ont énormément de peur de l'échec. Moi, dans l'approche de tous les jeux, au début, je m'en fiche de gagner ou perdre. Ce que je veux, c'est me focus sur moi et ce que je fais, mes erreurs. La victoire, du coup, l'argent dans le poker ou le hello dans les jeux vidéo, ça vient avec le niveau, ça vient avec l'introspection. En fait, on s'en fout. C'est pas. Je pense que la motivation, ça doit pas être un objectif de hello. Ça doit être le fait de se dire, ah ok. Si je progresse sur ça, c'est cool. Et après, voir les réactions des gens. Ah, j'ai fait ça, donc il a fait ça. Ah, je l'avais anticipé, c'est cool. Ok, je vais faire ça. Enfin, c'est cette démarche. Je pense que faut prendre du plaisir à la démarche. Et si on prend du plaisir à la démarche, on va aller loin. Alors que si on se met des objectifs super loin, c'est une montagne, on n'y arrivera jamais. En ingé, on apprend aux gens à découper leurs objectifs en micro-objectifs parce que c'est beaucoup plus facilement atteignable et c'est beaucoup plus motivant pour les gens de faire pour écrire ce livre, il vaut mieux écrire cette ligne, écrire ce chapitre, écrire cette page plutôt que de dire il faut que je finisse un livre. Si tu t'objectives de faire finir un livre, tu finiras jamais. Donc et je pense que c'est pareil dans le jeu vidéo, c'est pareil dans le poker, c'est pareil dans tout ça. Il faut juste faire les écros d'étape, prendre du plaisir dans le chemin que vous allez parcourir. Et voilà, moi c'est s'il y a un truc que j'ai appris dans ma vie et que je pense que c'est vraiment important pour faire quoi que ce soit, je pense, peu importe professionnellement parlant, peu importe ce qui vous habite, je trouve que c'est cool et pensez aussi à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est extrêmement cool. Et si vous avez une mentalité entrepreneur, c'est hyper exaltant et c'est beaucoup de pression, mais c'est aussi beaucoup d'émotions et on vit pour ça, quoi. Est-ce que, franchement, il parle pas bien, cet homme? Est-ce que ça vous donne pas envie d'être sombre? Mon Sky, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, t'es trop... C'est de l'amour. Il y a eu du love, on s'est rencontrés, messieurs, dames, il y a eu du love. C'est comme ça. Il y a des fois dans la vie, vous rencontrez des gens. Abonnez-vous, les gars, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Abonnez-vous. Et important, c'est activer la cloche. Si vous aimez bien le contenu de quelqu'un, je pense que le meilleur truc à faire sur YouTube, c'est d'activer la cloche. La petite cloche. Parce que si une vidéo vous plaît pas, vous la skippez, mais au moins vous voyez qu'elle existe. Et le fait de voir qu'elle existe, c'est vraiment cool. Et faites confiance aux créateurs, ils vous auront pas de vous flouder. Ils n'auront pas de vous flouer non plus. Donc, et je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment cool. Et en vrai, merci. Je tiens aussi sincèrement à remercier la communauté poker. Tous les gens influents du poker ont toujours été extrêmement gentils avec moi. Que ce soit toi, Martini, Chichi, mais énormément de gens. Hein, j'ai rencontré. Enfin, franchement, je peux même pas citer une seule personne qui a été méchant. Ou en tout cas, je peux t'en citer en off. en tout cas, envers moi, j'ai pas encore reçu une haine viscérale ou quoi. Et c'est vachement agréable parce que je m'attendais à ce qu'il y ait des réticences parce que justement, tu vois, on a un peu le côté, on a un peu les influenceurs qui prennent un bifton et on prend du part du gâteau alors qu'on fait rien, voilà. Et franchement, en tout cas envers moi, j'ai vu vraiment que de la bienveillance et j'ai adoré et ça m'a aussi aidé à apprécier encore plus le poker parce que j'avais un peu peur de ça, tu vois. Je suis un peu un petit cœur et non, ça m'a vraiment plu. Les gens étaient vraiment bienveillants alors que j'imaginais, tu vois, c'est quand même un rapport à l'ego qui est fort, le poker, tu vois. C'est un des milieux et des endroits où tu as le plus d'ego au monde. Ouais, mais c'est normal, tu vois. Moi, je viens des jeux compétitifs et il y a aussi de l'ego dans les jeux compétitifs, c'est normal, tu vois. Donc, je suis habitué à l'ego. L'ego, c'est pas un problème. Je pense avoir de l'ego. De toute façon, je pense qu'il faut avoir un peu d'ego pour se défendre et pour pouvoir vouloir progresser, etc. Mais ouais, en tout cas, la bienveillance, elle est quand même là et en vrai, je suis content. Donc, c'est cool. Donc, franchement, merci à vous et merci aux viewers aussi qui ont été vachement gentils. Donc, voilà. Et on fait un bisou à monsieur Jérôme Ibiza, la légende. J'ai failli le citer tout à l'heure quand il a cité. Bref, c'est grâce à lui que je suis ramené au Florida et c'est grâce à lui que je t'ai rencontré. Ah bah oui. Et c'est le frérot. Et il y a 2 jours, il est pas de chance, il a rejoint le auquel j'étais. J'ai chaté une paire d'as. Il a tapé parce qu'il avait genre 17 bébés. Et voilà, malheureusement. Désolé. C'est pas passé. Ouais, donc frérot, j'ai une paire d'as et je m'en sers pour tuer mon pote. Ça m'a dégoûté, mais bon, désolé. Et merci en tout cas, Jérôme, pour tes 17 bébés. Ça m'a mis très très bien. Et on te fait la bise, frérot. Merci infiniment, mon Sky. Vous le retrouvez sur tous les réseaux sociaux.
Et nous, on se retrouve très très vite dans le carré. Ciao. 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 Bisous.